Netanyahou est un nazi. Le Hamas est un groupe de résistants. Les sionistes sont des terroristes. Ça, c'est aujourd'hui. La France est un pays raciste. Les Français sont des islamophobes. Les musulmans sont victimes des laïcs. Ça, c'était à peine hier. La CIA est derrière le 11 septembre. Ben Laden est un agent des Américains. Les néoconservateurs ont inventé le terrorisme islamiste. Ça, c'était au début des années 2000. En Algérie, qui tue qui? Le GIA, ce sont les services secrets. Les massacres de civils, c'est l'armée. Les attentats, ce sont les généraux. Ça, c'était durant les années 90. Vous l'aurez compris, tout ce que je viens de dire est évidemment faux. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, à partir d'une expérience personnelle, de la propagande islamiste et des mensonges de leurs alliés d'extrême gauche, voire d'une certaine gauche. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je tiens à vous prévenir, et vous verrez si vous restez jusqu'au bout, elle sera très clivante. Une fois n'est pas coutume, je vais dans cette vidéo vous parler d'un sujet. La propagande, celle des islamistes bien sûr, mais aussi celle de certains de leurs alliés. Je vais le faire à partir de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu subir de la part des islamistes et de leur soutien. Donc, c'est un regard personnel que je vais partager avec vous en toute franchise et en toute transparence. Commençons par le commencement. Durant les années 90, j'étais journaliste en Algérie. Je me suis très tôt spécialisé dans le traitement de la lutte antiterroriste. Cette expérience personnelle m'avait amené à faire un travail de terrain, à approcher les islamistes de très près, en Algérie d'abord, par la suite à la source, c'est-à-dire dans des pays arabo-musulmans et beaucoup au Pakistan et en Afghanistan. Très tôt, j'ai pu ainsi comprendre la stratégie islamiste, leur manière d'opérer, leur état d'esprit, leurs objectifs, détecter aussi leurs alliances, et ainsi saisir les contours de leur propagande et de leur message. Lorsqu'à la fin des années 90, je me suis exilé, contraint et forcé par des événements qui, au mieux, allaient permettre au pouvoir algérien de m'emprisonner, car celui-ci n'a jamais respecté ma liberté de ton, ni respecté mes convictions. Au pire, ma présence en Algérie pouvait causer ma mort. Car les islamistes, comme vous pouvez l'imaginer, ne respectent pas l'esprit critique, encore moins les hommes libres. En arrivant en France, je savais que l'islamisme commençait par être un problème sociologique et politique. J'avais travaillé très tôt et de très près là aussi sur les réseaux islamistes algériens. Ils avaient créé à ce moment-là, au courant des années 90, des bases arrières en Europe et je savais donc qu'en France, bien sûr, mais aussi en Belgique et encore davantage en Grande-Bretagne, les terroristes algériens avaient des relais très importants, y compris des relais propagandistes. Les groupes terroristes algériens étaient répartis en trois groupes importants. Le groupe islamique armé, le GIA, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC, et enfin l'armée islamique du salut, l'AIS. Les islamistes algériens avaient, et j'en étais conscient, des liens avec des milieux de gauche, y compris dans les médias. Pour être précis, ces relations étaient entretenues à travers leur branche politique, bien sûr. Le Front islamique du salut, dont certains membres s'étaient exilés après le début de la guerre civile. Naturellement, à part quelques divergences sur la méthode entre les branches politiques et les branches armées, c'est strictement la même chose, c'est-à-dire qu'entre le FIS et l'AIS à l'époque, entre le FIS et le GSPC, la doctrine et les objectifs sont les mêmes. Je le dis à l'adresse de tous ceux qui jouent au naïf et qui nous expliquent parfois qu'il y aurait une différence, voire des divergences entre aujourd'hui le Hamas et sa branche armée, les brigades Al-Qassam, ou ceux qui nous expliquent depuis quelques années que le Hezbollah armé est terroriste et que le Hezbollah politique ne le serait pas. Je ferme la parenthèse. Alors, je vais vous dire de façon très naturelle
car je suis journaliste, j'essaie à ce moment-là, en France, dès la fin des années 90, début des années 2000, de livrer d'abord un témoignage. Car il était important à mon sens que les Français et la communauté algérienne installée en France puissent comprendre ce qui s'était passé en Algérie tout au long des années 90. Je puis vous assurer que ce que je disais était la stricte vérité. Je racontais tout simplement à la télévision ou lors de mes premières conférences publiques ce que j'avais vu, entendu, constaté. Que des terroristes avaient égorgé des civils. Que l'on retrouvait parfois, en sortant le matin de chez nous, des têtes, oui, des têtes accrochées sur les panneaux de signalisation. Que des femmes enceintes avaient été éventrées. Que des bébés, oui, des bébés, étaient brûlés vifs. Que des villages entiers étaient massacrés. C'était la raison pour laquelle, lorsque j'ai découvert plus tard la barbarie des talibans en Afghanistan, les crimes d'Al-Qaïda, les tueries perpétrées par Daesh en Syrie et en Irak, et récemment, bien sûr, les atrocités du Hamas contre les civils israéliens, je vais vous dire, rien de cela ne m'a étonné, même si, évidemment, à chaque fois le choc est identique. La haine est la même partout, et ce, quelles que soient les époques. Cette haine islamiste, c'est celle que je vois depuis plus de 30 ans. Le mode opératoire est identique. Le discours islamiste est récurrent, basé sur deux logiques. J'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises. Une première logique victimaire et l'autre diabolisant l'Occident notamment. Je suis même étonné, pour tout vous dire, que certains d'entre vous aient été eux-mêmes étonnés par les crimes du Hamas. Je le précise car il y a une chose à reconnaître aux islamistes, c'est qu'ils disent systématiquement ce qu'ils comptent faire et qu'ils font systématiquement ce qu'ils nous disent. Les islamistes algériens, comme Oussama Ben Laden, comme les gourous de Daesh, comme les leaders du Hamas, ils nous ont tous annoncer leurs intentions à travers des messages écrits ou des vidéos. Le problème réside dans le fait que beaucoup ne s'intéressent à ce phénomène, le terrorisme islamiste, que lorsqu'il surgit et qu'il s'impose à nous à travers sa barbarie. On gagnerait en vérité à investir la littérature islamiste et vous gagneriez, je le dis modestement, à écouter des gens comme moi qui lisent la littérature islamiste, qui enquêtent sur cette mouvance, qui la dénoncent et qui tentent de vous alerter au lieu de suivre tous ces bonimenteurs qui sont nourris par des agendas, oui, idéologiques ou politiques. Je suis même surpris, à vrai dire, que les Israéliens qui connaissent bien cette organisation, en l'occurrence le Hamas, qu'ils subissent depuis la fin des années 80, aient été consternés, voire sidérés par la barbarie qui est la sienne. C'est vraiment surprenant. Je ferme cette autre parenthèse. En apportant mon témoignage au début des années 2000, je n'attendais pas de décoration, ni de récompense d'ailleurs, mais je ne m'attendais pas non plus à être diabolisé et traîné dans la boue. La première réaction de la plupart des journalistes français a été de dire que je mentais, que j'exagérais, et pour les plus culottés d'entre eux, que j'étais, tenez-vous bien, un agent des services secrets algériens. Les plus sympathiques, si j'ose dire, sont allés jusqu'à prétendre que je serais atteint d'une sorte de syndrome post-traumatique, résultat de mon expérience algérienne, qui m'avait amené à voir des islamistes partout. Un peu foufou, qui dirait n'importe quoi pour expurger une sorte de névrose ou une sorte d'angoisse. À ce stade, je vous rassure, je suis sain de corps et d'esprit. Attestation médicale à l'appui que je pourrais fournir au besoin. Plus sérieusement, ce sont des rumeurs qui ont été véhiculées à l'époque par quelques journalistes, certains de Libération, mais aussi de France 2, et évidemment par un ancien journaliste de Canal+, Jean-Baptiste Rivoire pour le nommer, qui est en vérité un conspirationniste qui a accordé complaisamment du crédit aux théories les plus fumeuses concernant l'Algérie et à tous les faux témoignages qu'on pouvait alors lui servir. Ainsi,
Tout ce qui était susceptible de contredire ces vues était jeté en pâture à une opinion publique crédule et perméable aux fake news. Moi, agent du pouvoir algérien, franchement, un peu de sérieux. C'était comme lorsque on accusait certains de rouler pour Moscou, histoire de mieux les diaboliser. Pour l'anecdote, je n'ai pas remis les pieds en Algérie depuis près d'un quart de siècle. En plus d'avoir été condamné par ce régime algérien, par sa justice aux ordres, pour mes livres, pour mes articles dénonçant ce régime corrompu et corrupteur, ainsi que ses services spéciaux, je suis de surcroît totalement ostracisé en raison de mes positions en faveur de la laïcité, contre l'antisémitisme et pour la défense des valeurs universelles honnies par ce type de régime. Oui, je suis totalement ostracisé dans ce pays et c'est tant mieux, pour tout vous dire, au regard de la pensée et de l'état d'esprit qui domine malheureusement dans cette pauvre Algérie. À partir de 2001 et les attentats sur le sol américain, de nouvelles théories tout aussi fumeuses ont été ainsi distillées. L'une d'elles fera date parce que c'est, à mes yeux, l'un des plus grands fake news à succès. C'est le livre intitulé « Une effroyable imposture » publié par le militant Thierry Meyssan. Dans ce livre, il prétend, tenez-vous bien, que ce n'est pas Al-Qaïda qui est à l'origine de l'opération terroriste, mais la CIA. Le personnage vit depuis quelques années au Liban. Il est très proche, à la fois et de manière assumée, du Hezbollah libanais, de l'Iran et du régime syrien. Que des gens sympathiques et de grands démocrates, évidemment. Le problème dans sa thèse, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui y ont cru. Comme si parfois la vérité devait être mise de côté et l'esprit critique mis à l'arrêt. Pour les gens de bonne foi, je vais vous donner à réfléchir si vous avez été de ceux qui ont pu croire à cette fable. Je vous donne quelques explications rationnelles. Les attentats sur le sol américain ont eu lieu donc le 11 septembre 2001. Le livre de Thierry Meyssan a été publié le 8 mars 2002, soit 6 mois plus tard, quasiment jour pour jour. Pour avoir rédigé une trentaine de livres, et tous les éditeurs et les auteurs vous le confirmeront, il y a un temps incompressible entre le moment de l'enquête, la rédaction, la préparation d'un manuscrit, son impression et sa publication, et enfin sa commercialisation. Mais surtout, la thèse est extraordinaire. On part du principe que le 11 septembre fut un plan diabolique de la CIA, l'une des plus grandes agences de renseignement au monde, mais un petit conspirationniste, sans même bouger de Paris, est arrivé à les vanter à coups de déduction, de fantasmes et d'approximations. En 6 mois, Thierry Meyssan avait laissé croire que le 11 septembre, revendiqué pourtant par les milieux terroristes et par Oussama Ben Laden, était en vérité le fait de l'administration américaine. Pendant plusieurs années, toute personne qui rappelait qu'Al-Qaïda, de façon autonome, a réussi cette opération devenait suspecte. On parle d'une histoire de fou, puisque une organisation terroriste qui revendique ses actions, et on a d'un autre côté des conspirationnistes occidentaux qui lui disent « même si vous revendiquez, ce n'est pas vous. Ce sont les États-Unis qui sont coupables de ce qu'ils subissent. » À l'époque, j'ai fait partie de ceux qui avaient été accusés par les complotistes de rouler donc pour l'administration américaine. Et oui, après avoir roulé, selon eux, pour les gros moustachus d'Alger, j'avais pris la direction de Washington pour me laisser embrigader par les faucons de la Maison Blanche. Ça aurait pu être drôle si le sujet n'était pas aussi dramatique. Ce n'est pas fini. En 2002, je réalisais une enquête qui avait fait beaucoup de bruit. Une infiltration de plusieurs mois dans une cellule terroriste à Paris, au cours de laquelle j'avais côtoyé au plus près des djihadistes et des aspirants djihadistes en les filmant notamment en caméra cachée. À travers ce travail, purement journalistique, je le précise, je voulais apporter une preuve tangible pour démontrer que la menace terroriste était réelle
L'islamisme, menace terroriste sur l'Hexagone. Le voici. Oui, quant au début des années 2000, j'alertais à propos de la montée de l'islamisme et de la menace terroriste. Certains considéraient que c'était excessif. L'histoire de mon infiltration avait donc été rendue publique à travers 2 reportages et un livre. Cette enquête a été maintes fois primée et j'ai reçu immédiatement des menaces de mort. Je fus placé sous protection policière car de petits malins voulaient par la suite attenter à ma vie. Et depuis, la menace est restée quasiment intacte, même s'il y a eu des moments d'accalmie. Malgré une vie chamboulée, certains ont continué à prétendre que j'exagérais, que l'islamisme était une vue de l'esprit. Toujours les mêmes, des soutiens de l'islam politique qui émargent notamment à l'extrême gauche. Je m'en rappellerai toujours, dès la publication de mon livre, qui racontait cette infiltration, le quotidien Libération, encore lui, mettait en doute la réalité de celle-ci, minimisant la portée de cette enquête, et d'autres, plus audacieux, iront jusqu'à prétendre, sans aucune preuve évidemment, que cette enquête aurait été menée en coopération avec la police française, ce qui est évidemment totalement faux. En avançant une telle ineptie, un tel mensonge, ces journalistes, portés par une sorte de haine idéologique, ont ainsi fait preuve d'une incroyable irresponsabilité, à vrai dire, à mon égard bien sûr, mais à l'égard de l'opinion publique, puisqu'ils ont minimisé un danger réel. Ils ont fait preuve d'irresponsabilité à mon égard et ont ainsi mis ma vie en danger, encore davantage, car en affirmant que j'aurais mené ces enquêtes en coopération avec des services de police, ils ne voulaient plus que je sois considéré comme un journaliste, mais comme partie prenante dans le combat contre l'islam politique. Or, mon combat contre l'islam politique, c'est un combat idéologique que j'ai mené à travers mes travaux, mes enquêtes, mes investigations, mes reportages, mes livres, mes bandes dessinées et tout ce que j'ai pu faire comme émissions, conférences. Et mon seul objectif était d'alerter l'opinion publique sur un danger réel qui la guette encore. Je l'affirme aujourd'hui avec force, je me suis longtemps tu sur le sujet. On oublie souvent que la rumeur vise à diaboliser, à déshumaniser et donc à donner des arguments supplémentaires à ceux qui veulent attenter à ma vie depuis très longtemps. Oui, dans ce cas, la rumeur peut tuer. Pour eux, je n'aurais donc pas agi en tant que journaliste, mais comme un agent de la DST ou de la police judiciaire, voire des renseignements généraux. C'est démentiel. J'espère que vous suivez le raisonnement, parce que c'est toujours les mêmes chapelles, voire les mêmes personnes. Si je comprends bien, après les gros moustachus d'Alger, les faucons de Washington, me voilà au milieu des années 2000, en France, roulant pour Monsieur Pinault, simple flic. D'autres journalistes, à l'image d'Alain Grèche par exemple, qui était au monde diplomatique, ont préféré prendre une autre voie, celle du dédain et du mépris. Évidemment, le mépris de gauche. Prétendre que j'aurais infiltré, non pas des islamistes qui avaient des intentions criminelles et terroristes, mais de simples petits délinquants. Des simples petits délinquants, prétendre ça alors que j'avais été immédiatement placé sous protection policière pour des menaces avérées. Pour rappel, Alain Grèche est un vieux routier de l'extrême gauche, compagnon de route notamment de Tariq Ramadan. Au début des années 90, alors que la guerre civile battait son plein en Algérie, que les djihadistes s'exprimaient en Bosnie, que des attentats avaient lieu en Égypte, voilà ce qu'écrivait Alain Grèche. Je cite, « La violence qui naît dans les pays musulmans du Sud a peu à voir avec l'islam. Elle exprime le refus radical des pouvoirs dictatoriaux et des injustices sociales. » Je vous laisse apprécier le contenu de cette phrase rédigée en 1993. Vous connaissez la chanson « L'islam serait une belle religion de paix et d'amour ». Il n'en est rien en vérité. L'islam, en réalité, est une religion qui ne dispose pas de clergé. Et chaque musulman, en fait, en fait ce qu'il veut. Certains musulmans ont une lecture de leur religion qui les amène à en faire, en effet, une religion de paix et d'amour, mais d'autres ont une autre interprétation et ils en font un instrument de guerre et de haine. Point à la ligne. Je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens
pour des abrutis. Les musulmans ne sont pas tous terroristes, nous le savons, et je ne cesse de le répéter depuis plusieurs années. Ils sont nombreux, ceux d'entre eux qui sont victimes de ce même terrorisme. Mais les terroristes islamistes sont tous musulmans et se réfèrent donc à des interprétations des textes, des versets, des hadiths, des idéologues, des penseurs ou des imams qui ont tous une lecture particulière du corpus islamique. Alain Grèche va donc commettre contre moi cet article ordurier. Savez-vous pourquoi? L'une des raisons qui a provoqué chez lui ce courroux est très simple à comprendre. Je m'étais attaqué à l'un de ses amis les plus proches, vous savez, le grand féministe devant l'Éternel, j'ai nommé Tariq Ramadan. Pour revenir à cette infiltration, à mon enquête dans ce milieu djihadiste, je vais vous demander de vérifier qui étaient à l'époque les principaux protagonistes de cette même enquête. Je citerai 3 noms, les plus importants. Adel Meshat, algérien, émir en Europe du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Après un long séjour en prison, il sera expulsé vers l'Algérie. Cet homme voulait commettre des attentats d'abord en France, durant la Coupe du Monde de football en 1998, ensuite durant la Coupe d'Europe de football en 2000, qui s'était déroulée en Belgique et aux Pays-Bas de mémoire. Le deuxième nom, Omar Saïki, émir du même GSPC sur le territoire français. Il était en contact avec plusieurs pontes d'Al-Qaïda à Londres. Il avait été déchu de la nationalité française après une première condamnation et avait quitté donc le territoire français pour aller se cacher en Grande-Bretagne où j'étais parti le retrouver et c'est là où je l'ai filmé en caméra cachée également. Et enfin, Karim Bourti, principal personnage de cette enquête, qui était l'un des recruteurs, en vérité, ayant embrigadé de jeunes Français à Paris à partir d'une mosquée à Belleville pour les envoyer notamment en Afghanistan dans les camps d'Oussama Ben Laden. L'une de ces recrues s'appelait Jamel Hervé Loiseau. Ce dernier mourra d'ailleurs dans les montagnes afghanes de Tora Bora. Il mourra de froid après l'offensive américaine en octobre 2001. Après une période de prison, Karim Bourti sera lui aussi déchu de sa nationalité française et contraint de retourner en Algérie. Tout ceci, les informations et les noms que je vous donne sont vérifiables. J'avais rencontré plus d'une vingtaine d'islamistes à l'époque, tous aspirant au djihad, dont un certain Chérif Kouachi, co-auteur de l'attentat de Charlie Hebdo, qui était alors âgé d'une vingtaine d'années au début de son processus de radicalisation. Il fréquentait entre autres cette mosquée de Belleville où avait été réalisée la plus grande partie de mon enquête. Voilà la vérité. Donc tous ceux qui ont mis en doute mon travail ont menti. Oui, ils ont menti. Ils ont menti parce qu'ils appartiennent à un courant de pensée qui a toujours voulu dédouaner l'islam politique de ses crimes ou des crimes qu'il comptait commettre. Je suis longtemps resté silencieux face aux mensonges de tous ces charlatans de l'information qui vous manipulent parce qu'ils ont des agendas, soit politiques, soit idéologiques. J'ai préféré ne pas gaspiller mon énergie, mais là, ça suffit. Je vous promets que je ne laisserai plus rien passer. Désormais, à chaque vidéo, car je continuerai de me battre, je rétablirai les vérités et preuves à l'appui, afin que chacun soit mis devant ses responsabilités. Mais surtout, pour que l'opinion publique puisse avoir accès à quelques vérités qui lui permettraient d'avoir une meilleure analyse de la situation. Avec le flot d'informations et le lot de désinformation, avec les réseaux sociaux et les fake news, les raccourcis et les approximations, je comprends que beaucoup d'entre vous soient un peu perdus. Mais la réalité est là. Nous vivons effectivement sous une menace permanente, celle que génère l'islamisme. Avec les règlements de compte personnels ou idéologiques, et enfin avec la culture du wokisme, il y a de quoi effectivement se perdre. Je sais donc que de bonne foi, certains d'entre vous ont été parfois manipulés. Et je vais, je le répète, à chaque fois, vous faire la démonstration
pour que vous vous rendiez compte comment une partie du système médiatique français, pas seulement, manipule l'opinion publique et notamment l'information relative à l'islam politique. Ici sur cette chaîne, je vous promets que je vous dirai toute la vérité. Il y a en France des personnes qui sont payées par des puissances étrangères. J'y reviendrai probablement dans quelques semaines. Je pense notamment à ceux qui sont à la solde du Qatar ou de la Turquie, mais pas seulement, dont le but vise à salir et à discréditer tous ceux qui défendent les valeurs de la démocratie. La montée de l'islamisme a été possible en raison de plusieurs paramètres et de plusieurs facteurs. Mais l'un des facteurs réside dans le fait que les esprits ont été anesthésiés par, je ne les appellerai pas des journalistes ou des intellectuels, mais par des influenceurs qui ont œuvré pour que l'islam politique puisse progresser calmement et sereinement durant plusieurs années. Attention, je ne fais pas d'amalgame, je ne mélange pas tout, car dans le système médiatique, aussi bien en France qu'en Belgique, pour ne citer que ces deux pays, je puis vous assurer qu'il y a évidemment des professionnels honnêtes qui font leur travail, mais il y a aussi des menteurs et des incompétents, qui par dogmatisme ou par bêtise font la courte échelle tous les jours aux islamistes. Ils ont été hier, voire aujourd'hui encore, des alliés de Tariq Ramadan. Ils ont été des alliés des frères musulmans. Aujourd'hui, ces mêmes journalistes sont les amis, les soutiens du meilleur allié de l'islamisme. Je parle des tenants de l'extrême gauche. Inutile de citer leurs noms. Vous les connaissez ou vous les reconnaîtrez à leur prise de position. Observez bien les choses. Depuis le début des années 2000, beaucoup ont cherché à minimiser ce danger, s'employant à torpiller toutes les personnes qui ont voulu vous alerter, y compris au sein des universités françaises. Je fais partie de ceux qui subissent régulièrement de violentes campagnes de dénigrement et de déstabilisation. Mais je suis toujours là. Durant la vague d'attentats subis par la France entre 2015 et 2017, vous avez entendu comme moi, alors que nous vivions des moments de sidération, alors que le sang des victimes n'avait pas séché, des personnes clamer haut et fort qu'elles n'étaient pas Charlie. C'est-à-dire qu'elles n'avaient aucune sympathie ni de compassion pour les victimes, toutes les victimes, car les victimes étaient journalistes dans un hebdomadaire satirique qui avait critiqué l'islam politique, car ces victimes étaient juives, car ces victimes étaient policiers, car tout simplement ces victimes étaient des Français attachés à la République. Vous avez entendu, comme moi, des commentateurs vous expliquer que tel terroriste n'avait pas toute sa tête, que tel autre n'était pas vraiment pauvres islamistes, qui les empêchent de piétiner librement la laïcité, notamment dans les écoles publiques, d'exprimer tranquillement leur antisémitisme ou leurs idées communautaristes. Derrière des allures savantes, d'autres ont voulu vous expliquer qu'il n'y avait pas de montée d'islamisme, il n'y avait absolument rien à craindre, il y avait juste une radicalité dans la société qui s'était islamisée. Les anciens maoïstes, les anciens trotskistes, les gauchistes, bref, tous ceux qu'on appelle, et à juste titre, les islamo-gauchistes, ceux qui ont fait les pires choix durant leur jeunesse, celui du totalitarisme, continuent de faire les mêmes mauvais choix. Le totalitarisme qu'ils défendent aujourd'hui s'appelle l'islamisme. En somme, si on vous tue, c'est à cause de vous, car votre police ne serait pas sympathique, que votre système ne serait pas assez inclusif, car votre école enseigne la liberté d'expression, car votre société n'est pas assez tolérante avec l'extrémisme, car elle est en plus féministe. Tout ceci se passe alors que la propagande des réseaux djihadistes revendique le plus souvent les actions criminelles et les annonces. D'ailleurs, c'est souvent incroyable. On a des cas extraordinaires où l'islamiste vous dit qu'il est islamiste, qu'il est même djihadiste. Mais la propagande de l'extrême gauche occidentale vous explique qu'il n'est ni islamiste ni djihadiste. Si ce n'est pas de la condescendance, ça, je me demande ce que c'est. Toujours est-il qu'après une lutte antiterroriste menée en Syrie et en Irak par une coalition internationale, disons que Daesh a été vaincu en tant que proto-État. Mais pas en tant qu'organisation, encore moins en tant que pensée. Aujourd'hui encore,
circulent malheureusement dans les rues de Paris, de Bruxelles, d'Amsterdam, de Stockholm, de Berlin, de Madrid, de Londres et ailleurs, des criminels prêts à bondir au nom de cette même organisation terroriste. Le 7 octobre 2023, le Hamas, une organisation islamiste née à la fin des années 80 de la réalité palestinienne, émanation des frères musulmans, commet des attentats d'une sauvagerie rarement égalée. 1400 victimes, plus de 200 otages et plusieurs centaines de blessés. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'avais consacrée à l'organisation palestinienne. Vous trouverez le lien ici. Le Hamas, il faut le rappeler, a agi dans la droite ligne des organisations terroristes classiques en s'attaquant au territoire israélien. Tant par rapport au substrat idéologique, tant par le mode opératoire que par la propagande utilisée pour accompagner ces actions. Dès le premier jour de l'attaque, le porte-parole des brigades Al-Qassam avait appelé à internationaliser le conflit et à inviter l'ensemble des groupes djihadistes à agir, tout en appelant les Occidentaux à sortir dans les rues partout pour manifester et faire pression sur leur gouvernement afin qu'ils cessent de soutenir l'État d'Israël. Je tiens à le dire clairement, j'ai toujours dénoncé ce groupe criminel qui attente à la vie des civils et qui vise y compris les Palestiniens d'ailleurs, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ceux qui ne partagent pas ces vues. Aux yeux de certains, je serai donc à la solde des sionistes. Évidemment, toujours la même rengaine. Rappelez-vous, après les gros moustachus d'Alger, après les faucons de Washington, après Pinault, simple flic de la DST, à Paris, me voilà cachérisé, rejoignant le Mossad à Tel Aviv. Plus sérieusement, je vais vous expliquer clairement ma position. Je n'ai pas à me justifier, ni auprès des Algériens, ni auprès du monde arabe, ni auprès des musulmans, ni auprès de personne en vérité. C'est ma position, je l'assume, car je suis un homme libre, libre dans la pensée, libre dans l'expression et libre dans l'action. Je sais que ça énerve. Et ça énerve d'autant plus ceux qui ont grandi dans ce système sous la dictature du père, celle du maître d'école, du voisin, du cousin, celle de la famille, la dictature de la pression sociale, la dictature du président ou du monarque, et j'en passe. Alors je vais vous dire, ma position est la suivante. Ayant subi le terrorisme, et je continue de subir, notamment à travers des menaces, j'ai intégré l'idée depuis très longtemps que je pouvais mourir d'un acte terroriste. C'est une éventualité avec laquelle je vis depuis une trentaine d'années tranquillement, parce que je l'ai intégré comme une possibilité, une fâcheuse possibilité, mais une possibilité d'autant plus qu'on doit mourir de quelque chose. Par conséquent, depuis très longtemps, j'ai choisi une ligne de principe. D'abord, d'un point de vue éthique. J'ai appris à condamner l'acte terroriste, quel que soit son auteur et quelle que soit la victime. Ensuite, d'un point de vue idéologique, j'estime qu'on peut combattre pacifiquement toutes les idées, mais qu'on ne peut pas combattre pacifiquement le terrorisme, encore moins celui qui est nourri par l'islamisme. Pour une raison simple, que je vais expliquer. Certains Algériens qui m'écrivent font l'erreur, très souvent, de comparer le combat du Hamas avec celui du FLN pour l'indépendance de l'Algérie. C'est là une erreur majeure, car c'est incomparable. Le Hamas n'est pas un mouvement de libération, ce n'est pas un parti avec lequel les Israéliens ou la communauté internationale pourrait demain aller à Évian pour négocier politique. Le Hamas est un mouvement de nihilisme, et l'islamisme, vous le savez, est un mouvement antisémite qui vous explique à travers tous ces idéologues que la fin du monde n'interviendrait que lorsque tous les musulmans combattront les juifs. Au point où l'arbre et le rocher parleront et diront en substance « Toi, musulman, il y a un juif qui se cache derrière moi, viens le buter. » Vous connaissez tout ça, inutile de mentir. Que voulez-vous discuter avec des gens pareils? Quelle paix construire avec eux? Quelle cohabitation pouvez-vous avoir avec des gens qui inscrivent votre propre destruction dans leur texte fondateur? Je crois enfin qu'il faut savoir raison garder. On ne peut pas imaginer qu'il faudrait dénoncer systématiquement le terrorisme, sauf quand la victime est juive. Alors on nous dit, mais ce ne sont pas des juifs qui sont visés, mais les sionistes, voyons. C'est faux. D'abord, on ne tue pas de sang-froid un civil, quel que soit le prétexte, quelles que soient les idées qu'il défend.
Ensuite, quand des juifs sont visés en Europe, c'est la même indifférence, la même joie parfois qui s'exprime. Je rappelle quand même qu'en mars 2012, prenant prétexte sur la situation sécuritaire en Israël, un terroriste franco-algérien, Mohamed Merah, a assassiné de sang-froid 3 enfants. Myriam Monsonego, 8 ans. Arié Sandler, 5 ans. Gabriel Sandler, 3 ans, ainsi que leur père, Jonathan Sandler. Cela s'est passé à Toulouse, en France, devant une école juive, en plein jour. Ces enfants, ainsi que leur père et l'autre enfant, Myriam Monsonego, ont été tués parce que juifs. Et parce que juifs seulement. Ils ont été tués dans leur pays, comme le seront quelques années plus tard les victimes de l'hypercacher, en temps de paix, de façon délibérée et préméditée par des terroristes islamistes. Et même devant cette horreur imputable pourtant à l'idéologie islamiste, on a eu des personnes qui s'en étaient réjouies, ou au mieux, qui ont montré de l'indifférence avec une incroyable indécence. Oui, de l'indifférence. De l'indifférence devant la mort d'un enfant assassiné alors qu'il avait une tétine à la bouche. Cette idéologie, et c'est en cela qu'elle est différente de l'action militaire israélienne, aussi rude et aussi excessive soit-elle. Parce que cette idéologie qui a tué des enfants à Toulouse, c'est celle-là même qui avait tué des enfants de musulmans en Algérie, qui a tué des enfants yézidis en Syrie, celle qui a tué des enfants kurdes en Irak, celle qui a tué des enfants aux États-Unis, celle qui tue partout, indistinctement, depuis plus d'un demi-siècle. Tout ceci s'inscrit dans une continuité en vérité. Dans mon parcours personnel, j'ai l'impression de revivre à chaque fois la même histoire, et ce depuis 30 ans. La même propagande, le même discours victimaire, la même diabolisation de la vraie victime et la même excuse octroyée aux criminels. J'ai un profond mépris, vous le savez peut-être, sur le plan politique pour le régime algérien. Pourtant, et j'assume ce que je vais vous dire, j'estimais en mon âme et conscience, et je n'ai pas changé d'avis, que l'armée algérienne avait raison de mener sa lutte antiterroriste durant les années 90. Ils ont mené ce combat seuls, sans soutien, en étant précurseurs. Ils l'ont mené avec ses excès et ses maladresses, en piétinant parfois les règles essentielles du respect des droits humains. Oui, sans nul doute. Car, en vérité, vous l'ignorez probablement, on ne sort jamais indemne d'une lutte antiterroriste, quel que soit l'État qui mène cette lutte antiterroriste. L'armée algérienne n'a pas fait pire entre nous que l'armée américaine en Afghanistan et en Irak et que l'armée israélienne à Gaza. Pourtant, elle est accusée à ce jour par les tenants de la propagande islamiste et par leurs alliés d'extrême gauche, ainsi que par quelques ONG, d'avoir elles-mêmes tué les victimes du terrorisme islamiste. Et à ce jour, les bourreaux qui ont bénéficié pour beaucoup d'une amnistie continuent de se poser en victimes au mépris des vraies victimes. J'avais une profonde détestation également pour George W. Bush et son administration. Pourtant, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été terriblement choqué par les attentats du 11 septembre. Et comme je connais le terrain afghan, comme j'ai rencontré les talibans, ainsi que leurs mentors pakistanais, tout comme les idéologues d'Al-Qaïda, la lutte antiterroriste menée par l'armée américaine, avec le soutien des troupes de l'OTAN, dont l'armée française, était une lutte salutaire, nécessaire, incontournable. On peut faire le reproche suivant, c'est qu'une vraie politique d'éradication du terrorisme islamiste doit passer par la mise en place d'une politique sur le long terme d'éradication idéologique de la pensée nourricière de cette violence meurtrière. Et ça, c'est de la politique. C'est ce qui n'a pas été fait. Je ressens également, et je le dis que cela plaise ou non, un total rejet, vraiment, mais vraiment et sincèrement, un total rejet pour Benyamin Netanyahou et le gouvernement d'extrême droite qu'il dirige. Et pourtant, je mets de côté tout ce rejet pour dire qu'il est fondamental que la guerre qui oppose depuis octobre 2023 le Hamas à Israël puisse être remportée par l'État d'Israël. J'espère seulement que les Israéliens auront l'intelligence de tirer après cette guerre les enseignements nécessaires pour mettre en place une autre politique à travers d'autres dirigeants et permettre aux Palestiniens, ceux qui refusent l'islamisme, de vivre paisiblement et dignement à côté d'eux. Faute de quoi, c'est leur propre survie qu'ils mettront en jeu. Le Hamas, quoi qu'en pensent ses soutiens,
n'a rien à envier au GIA algérien, à Al-Qaïda, aux talibans, à Daesh. Ils ont tous les deux mêmes principaux pères spirituels du djihadisme contemporain, en l'occurrence Sayyid Qutb et Abdallah Azzam. L'un est égyptien et l'autre palestinien. Les deux ne juraient que par l'épée. Les deux sont responsables depuis 60 ans de la destruction de millions de personnes dans le monde. Les deux sont des adeptes de la pensée des frères musulmans. Des personnes qu'ils ont endoctrinées et des personnes dont ils ont provoqué la mort à travers leurs adeptes se comptent par millions. Les tenants du djihadisme, il faut que vous le sachiez, ne vous laissent aucun choix en vérité, sinon mener une lutte à mort contre eux. Il ne faut jamais l'oublier, car c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Face au fascisme, face au totalitarisme, cela ne finit jamais par une rencontre autour d'une belle table remplie de petits fours pour des heures de négociation. Même quand c'est le cas, les islamistes signent des trêves temporaires pour revenir plus fort quelque temps plus tard. Cela se termine toujours, en vérité, par un vainqueur et un vaincu, faisant en sorte que le vainqueur ne soit pas l'islam politique. Je sais que ce n'est pas très joyeux, mais si vous regardez mes vidéos, ce n'est pas pour écouter de la musique classique, mais pour voir une réalité, peut-être différemment. Ne laissez pas les tenants de la propagande islamiste ainsi que leurs alliés vous manipuler, en manipulant notamment vos émotions et vos sentiments humains. Toutes les vies se valent, oui, mais notre humanité et notre attachement à la paix ne doivent en aucun cas, jamais, nous amener à reculer face à ceux qui veulent notre destruction à tous et la destruction du système démocratique. En vérité, ne soyons pas munichois. Abonnez-vous et enclenchez des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.